Waouh, quelle entrée en matière! Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette session sur Spring Boot 2 et les applications web. Comme vous le voyez, la grève de la SNCF a quelques dommages collatéraux, puisqu'il y a deux personnes sur le slide, il n'y a que moi. C'est un petit problème d'ailleurs, parce que d'habitude, moi je m'occupe juste de taper sur le clavier des machins, et c'est Brian qui dit les trucs intelligents. Donc j'espère que ça va aller. Donc vous avez déjà entendu parler, j'en suis sûr, pas mal de Reactive, de Spring Framework 5, de ce qu'il est possible de faire avec Reactive Programming, le genre de use case que vous pouvez implémenter plus facilement, et parfois c'est même très compliqué de le faire dans le cadre classique servlet. Alors ce que je veux faire ici aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu ces cas d'utilisation et comment est-ce que Spring Boot 2 va vous aider. Alors donc, vraiment la Spring Boot 2 vraiment arrive derrière Spring Framework 5, version majeure. Vous avez probablement déjà entendu pas mal de sessions à ce sujet-là, où on se base maintenant sur Java 8 avec support des nouvelles générations. D'ailleurs, le slide dit 9 et il y a 10 maintenant entre-temps qui est là. Quand j'aurai fini la session, on sera sans doute à 11. Et le vrai sujet, le grand sujet, c'est le support de Reactive Programming, avec une nouvelle option dans Spring Framework qui s'appelle Spring Webflux. Alors, si vous étiez à la session d'Jürgen avant celle-ci, vous avez déjà eu plus que suffisamment de détails pour suivre cette session. Mais juste très rapidement, l'idée de Spring Webflux, c'est de vous donner une nouvelle option à côté de Spring MVC, donc une nouvelle manière de développer des applications web qui remplit un certain cahier des charges bien précis. Donc c'est un choix à vous de faire, soit de rester avec votre application Spring MVC, et c'est très bien si vous décidez de rester avec ça, ou d'identifier que les cas d'utilisation de votre application nécessitent le support de Reactive Programming, auquel cas vous avez une option. Donc on n'est pas en train de remplacer l'un par l'autre et vous obliger à tout migrer. C'est vraiment une nouvelle option et Spring MVC reste là. Alors, quels sont ces cas d'utilisation? Donc, imaginons ici un slide que j'ai déjà montré l'année passée, je pense. Donc, ceux qui étaient à ma session sur Spring Framework 5, ne me tapez pas trop. Pour ceux qui n'y étaient pas, ça ira vite. Donc, une application typique, et on va en montrer une avec du live coding dans quelques instants. On a une application au milieu, ça c'est ce dont vous vous occupez, c'est le serveur au milieu, là. Et vous avez essentiellement, dans le cadre de cette application, deux types de clients. Vous avez d'abord des clients avec une très bonne connexion, du matériel rapide, bref, tout ce qu'il faut. Donc ce que vous voulez, c'est de donner une expérience utilisateur maximale. Donc de vous assurer que s'il y a de nouvelles informations, vous les poussez, que le client ne soit pas obligé de rafraîchir. Donc bref, vraiment quelque chose de très sympa pour l'utilisateur. Et vous savez aussi que ça prend des ressources sur le serveur dans une application classique. À côté de ça, vous avez toute une flopée de clients, des périphériques mobiles de toutes sortes, qui sont sur des réseaux de toutes sortes et parfois des réseaux un peu foireux. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes sur un périphérique mobile et que le réseau est lent et que vous voulez récupérer de l'info? Vous le savez tous, toutes et tous, on appuie sur refresh et on recommence. Et ça a un impact puisque ça initie une nouvelle requête au serveur. À côté de ça, on utilise de plus en plus les services, on s'interagit avec un maximum de choses, de plus en plus de choses, et ces services distants eux-mêmes peuvent être lents, ou ils peuvent être surchargés, ou le réseau peut être problématique à un moment donné. Et donc si vous combinez tous ces effets-là, votre application, en fait, elle crame. Et l'idée de Reactive Programming, c'est pour ces cas d'utilisation-là bien précis, d'offrir une alternative. Donc l'alternative, un des modèles principaux qui sous-tend cette alternative, c'est que le modèle de thread va être différent. Là où avec une application basée sur Spring MVC, vous allez avoir une requête qui va être gérée de bout en bout par un thread, avec Reactive Programming, vous avez plutôt un style even loop, donc un style asynchrone, où vous avez un nombre limité de threads qui potentiellement va traiter des requêtes différentes. Donc, on n'a plus cette limitation d'avoir un thread par requête et d'avoir un problème de scaling aussi si vous avez un nombre de clients très important qui arrive d'un coup. Alors, pour permettre de travailler avec ça, donc dans Spring Webflux, on utilise une librairie qui s'appelle Project Reactor, que vous avez sans doute déjà entendu parler, qui est une implémentation de Reactive Streams. Donc c'est l'API en fait l'interface de base qui permet à tous ces composants de dialoguer entre eux, puisque si vous avez une application réactive, elle doit bien entendu l'être de bout en bout. Vous ne pouvez pas avoir un bout au milieu qui est bloquant, parce que sinon ça ne va pas vous permettre de scaler
de la manière espérée. Et donc, vous devez être non bloquant de bout en bout, et il faut un composant pour permettre à ces différents composants de dialoguer entre eux. Donc, typiquement, si vous accédez à un store, par exemple Mongo ou autre, le driver doit vous fournir quelque chose que vous puissiez comprendre et intégrer. Ça, c'est ce que ReactiveStream fait. Mais ReactiveStream est vraiment très simple, c'est vraiment sur l'aspect communication. Et ce dont vous avez besoin d'une API plus riche qui va vous permettre de manipuler ces données, de les transformer, de les composer, d'effectuer des opérations dessus. Et Project Reactor fournit donc cette implémentation de ReactiveStreams avec Flux et Mono, qui sont des composants qu'on va voir dans les démos. Alors, Spring Boot 2, où il se trouve dans tout ça? Donc, ce qu'on voulait essentiellement vous montrer dans cette présentation, c'est que Spring Boot 2 va vous amener la même expérience développeur à laquelle vous êtes habitué avec Spring Boot 1 et le modèle MVC. Donc, si vous utilisez Spring Boot 2 avec le modèle MVC, ben, vous allez simplement migrer et obtenir de nouvelles fonctionnalités. Donc, encore une fois, ça ne disparaît pas. Et vous avez une nouvelle option. Et cette nouvelle option, on a essayé au plus possible qu'elle soit consistante. Donc, si vous utilisez des fonctionnalités de Spring Boot dans le cadre d'une application web, si vous passez à Webflux, on essaye autant que possible que toutes ces fonctionnalités, autant que faire se peut, sont supportées et sont supportées d'une manière identique, que vous n'ayez pas à réapprendre tout un système. Alors pour illustrer ça, on va travailler sur une application exemple où sur la droite, on a différents quartiers avec différents bâtiments et chacun de ces bâtiments contiennent une série de compteurs électriques. Et ces compteurs électriques envoient leur consommation courante toutes les 10 secondes, pour donner un exemple ici très simple. Et ça simule le cas des clients lents ou des clients qui sont sur un réseau potentiellement pas très disponible, ou des problèmes de timeout, des problèmes de scalabilité, parce que tout d'un coup, vous avez plein de compteurs qui vous appellent, et puis après, ça devient plus calme. Donc, il faut avoir quelque chose qui est capable de tenir la charge. Et donc, on va travailler sur une application qui va agréger, donc qui va récupérer toutes ces infos. Et puis, cette application va pousser un flux unique avec toutes les valeurs de tous les compteurs, en gros. Donc vous allez avoir un flux qui va contenir tout ce que les compteurs électriques sont en train de balancer toutes les 10 secondes. Bon, ça, c'est pas très intéressant, surtout que si vous avez un opérateur ici sur la gauche, ce que l'opérateur est intéressé, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Et dans cette application exemple, on a une notion de zone qui correspond à des quartiers, en gros. Et l'idée, c'est d'avoir un dashboard qui va récupérer ces données brutes, va les transformer de manière scalable et offrir une valeur ajoutée à l'utilisateur. Okay. Donc, on va démarrer très simplement en regardant dans le code comment ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer mon agrégateur, qui est une application Spring Boot 2 qui tourne sur Netty. Et on va regarder ici, on a un endpoint qui s'appelle Measure Firehose. Et ce que je demande à HTTP-PY, si vous ne connaissez pas, c'est une alternative à curl. Ce que je lui ai demandé, je lui ai indiqué que c'est un stream et que donc il doit garder la connexion ouverte. Donc vous voyez ici cette simulation, ça simule notre Firehose, donc c'est la deuxième flèche dans le schéma, qui est en train de balancer des informations. Donc vous voyez, pour chaque compteur, vous avez un identifiant de compteur, sa consommation courante, le timestamp et la zone dans laquelle ce compteur est localisé. Très simple, pour on ne va pas travailler avec un domaine trop compliqué. Et ce que vous voyez ici, c'est que c'est un flux infini. D'accord? Donc l'application est en train de pousser ces informations au fil de l'eau. Donc au fur et à mesure qu'elle les reçoit, elle les pousse. Et ça, c'est très facile à faire avec Spring Web Flux et Reactor. Alors vous voyez aussi qu'à un moment donné, il y a une espèce de pause. Donc l'idée, c'est que le générateur fonctionne pour être un peu semi-aléatoire. Mais comme toutes les 10 secondes, on a un certain nombre de compteurs qui doivent reporter leur consommation, à un moment donné, tous les compteurs ont reporté leur consommation pour cette période-là, et donc ça s'arrête pendant quelques secondes. C'est pour ça qu'il y a ce stop-gap. Cette application, elle utilise également Webflux FN. Donc, au lieu de définir vos méthodes de gestion des différents endpoints via annotation, on va utiliser plutôt une approche fonctionnelle. Donc, c'est ce que vous avez sous les yeux, et vous remarquez directement, un des premiers éléments de Spring Boot 2, c'est que si vous exposez votre routeur en tant que bin, on va gentiment détecter ça et on va démarrer l'application Webflux avec vos routes.
Vous pouvez en définir autant que vous voulez si vous décidez de décomposer votre routeur. Et donc ici, ce que je vois, c'est qu'effectivement, sur cet endpoint-ci, j'ai cette méthode qui va faire quelque chose. Et donc, si on regarde, c'est une implémentation toute simple. Hein, donc, WebFluxFN qui offre une approche un peu plus fonctionnelle à la gestion de vos différents endpoints web. Donc ici, c'est un cas très simple où je compose la réponse en plaçant mon firehose ici. Okay. Alors, je vais également démarrer mon application dashboard. Et alors, l'application dashboard, je sais qu'elle a un endpoint. Oh, tiens, start.spring.io, salut. C'était pas prévu, ça. Mais bon, vous connaissez, j'imagine. Donc ça, c'est bien, parce que ça ne marche pas. Donc pourquoi ça ne marche pas? C'est censé activer un graphe, ça commence bien. D'accord, d'accord. Parce que je viens de commencer, idiot. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que cette application dashboard va faire? Elle va se connecter à notre firehose, elle va récupérer les infos, et puis elle va essayer de les agréger par zone. D'accord? Elle va les agréger par zone, et donc on va avoir un point qui va finalement représenter la consommation totale pour une zone et une période donnée. Donc on voit que si on rafraîchit la page, donc notre graphe va continuer à donner des informations courantes. Donc ici on a les valeurs pour les dernières 10 secondes. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en pratique? C'est là que je vais vous montrer la puissance de Flux et Mono et la manière dont vous pouvez très très facilement composer différentes sources sans vous préoccuper de tout ce qui est parallélisme. Donc premièrement, on voudrait bien avoir une entité qui représente chaque point, en gros, grossièrement. Vous remarquez que c'est un document MongoDB, donc le truc tout à fait classique, hein, il n'y a rien de nouveau ici si vous décidez de le faire de manière réactive. À partir du moment où le store NoSQL vous offre un driver réactif, ben vous avez la possibilité de l'intégrer dans votre pipeline. Alors, pour pouvoir travailler avec ce document MongoDB, si vous utilisez Spring Data, vous savez que vous avez l'habitude de créer un repository, de créer des méthodes qui respectent une certaine syntaxe, et on va gentiment inférer les queries pour vous. Et vous pouvez créer vos queries vous-même si vous voulez des cas plus avancés, etc., etc. Ici, vous remarquez que vous êtes exactement dans le même monde. Vous remarquez peut-être que si vous utilisez Spring Data, il y a un mot réactive en plus là, dans la classe dont on hérite, l'interface dont on hérite. Et la méthode trouve-moi tous les samples pour une zone donnée et une page. Donc page dans Spring Data, c'est un concept qui vous permet de limiter le résultat, par exemple, et d'ordonnancer les valeurs de retour. Et le type de retour, on voit que c'est un publisher, donc ça veut dire que ça ne va pas être la liste que vous avez demandé, mais ça va être un publisher qui va émettre les données au fil de l'eau. D'accord ? Donc vous, en tant que développeur de cette application, vous réutilisez ces concepts, vous réutilisez les concepts que vous connaissez déjà dans Spring Data et dans Spring Boot et dans Spring Framework, et alors avec une composante en plus qui est le fait de travailler de manière asynchrone et non bloquante. Alors une fois que j'ai ça, parce que ce qu'il faut faire, évidemment, c'est mettre les choses dans la base MongoDB, sinon ça va mal se passer. C'est pour ça que j'ai un peu pas tout de suite capté que ça se fait au démarrage. Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est ce que ce bout de code l'a fait. La première chose que je veux faire, c'est que je veux récupérer mon firehose, donc appeler le service distant. Quand je récupère des données, mais je veux les windower, donc je veux les grouper par timestamp. Donc je veux accumuler pour le timestamp courant, en gros, et je vais me retrouver avec un flux de ces données brutes pour le timestamp courant. Ensuite, ce que je veux faire, c'est que je veux les grouper, c'est-à-dire que je veux les séparer par zone. Alors à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un flux qui va me donner l'identifiant de la zone et du timestamp. Donc c'est ce que je fais ici avec le group by, où je crée une clé, c'est cette clé-ci, où j'ai la zone et le timestamp. Et la valeur, ça va être un flux des données brutes pour cette zone et pour ce timestamp. Okay. Une fois que j'ai ça, je vais me promener dedans et je vais créer en fait pour chaque élément, donc pour chaque window for zone, donc, je vais créer un nouvel élément de mon document et puis je vais faire un reduce, donc c'est ce qu'on a ici. Je vais prendre donc toutes les valeurs de tous les compteurs et je vais simplement accumuler bêtement
la consommation courante pour arriver à la consommation totale pour la zone et ce timestamp. Donc c'est très déclaratif, donc ça vous permet de transformer les données sans vous préoccuper de quand elles vont arriver ou de comment est-ce que ça va se passer de manière concrète. Et alors le dernier élément, c'est qu'il faut sauver. Et donc cette transformation-là va vous donner donc un flux du document MongoDB, et vous allez simplement le passer au repository, de la même manière que vous le feriez avec une application style Spring Data JPA par exemple. Vous allez passer simplement votre flux transformé et on va le sauver dans Mongo, enfin le driver Mongo va le sauver au fil de l'eau et vous retournez en fait ceci. D'accord? Alors il faut encore à un moment donné qu'il y ait quelque chose qui démarre la connexion parce que ceci est déclaratif, donc vous êtes en train de définir ce qui va se passer et ça ne se passera qu'au moment où effectivement il y a un composant qui est intéressé par la donnée. Et donc ici au démarrage, ce qu'on fait, c'est que on appelle subscribe sur cette méthode que je viens de vous montrer. Et donc, c'est ça qui va effectivement démarrer la connexion avec le service distant. Donc, si je regarde, par exemple, cette méthode-ci, il y a un élément qui est très intéressant qu'on va réutiliser par la suite. Ça utilise le nouveau client web dans Spring Framework 5. C'est que donc, je me connecte à mon endpoint. Vous remarquez ici le measure firehose. C'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure dans la ligne de commande. Je vais simplement dire au web client, tu vas récupérer du JSON qui a une certaine structure. Voici un POJO qui correspond à la structure, map ça et donne-moi un flux de cet objet. Donc donne-moi un flux de electricity measure. Et le dernier point qui est super important, c'est share. On va y revenir plusieurs fois. Donc share, en fait, ça vous permet de partager le flux. Donc l'idée, c'est que si vous avez un élément qui souscrit à ce flux, on va commencer à gérer ce flux. Donc Project Reactor va s'occuper de ça pour nous. Et si vous avez un deuxième composant qui vient se brancher dessus, sur ce flux en question, à partir du moment où vous utilisez l'opérateur share, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir se brancher sur le flux existant. Donc il va commencer à recevoir les nouvelles données au moment où il s'est connecté, et ça ne va pas donc initier une nouvelle connexion. Donc si par exemple je veux réutiliser ce flux 25 fois dans mon app, ça ne va pas créer 25 connexions vers le serveur distant. Je vais avoir une matérialisation de mon flux de données qui va être partagé entre mes différents composants. Et on va voir plus tard que c'est extrêmement pratique. Donc c'est une application Spring Boot 2. On a ici une page racine qui ne marche pas des masses. Et la raison pour laquelle elle ne marche pas des masses, c'est qu'il n'y a pas de vue pour le moment. On voit ici que tout ce qui est le système de page d'erreur continue à fonctionner comme d'habitude. Donc si vous mettez placez dans un répertoire error, une vue dont le nom représente un code HTTP d'erreur, on va automatiquement détecter ça et rendre la page sans que vous ne deviez faire quoi que ce soit de supplémentaire. Ça marche. Donc ça marche avec MVC depuis pas mal de temps et ça marche aussi bien entendu avec Webflux. Autre chose, c'est que je peux continuer à utiliser DevTools comme d'habitude et LiveReload comme je pouvais le faire auparavant. Donc on va ajouter maintenant une petite vue pour notre page d'accueil. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est une API assez sympa, Rendering, qui vous permet de composer ça de manière élégante. Donc, Rendering. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux retourner pour la vue qui s'appelle Index, la vue est là. Et alors, ce dont j'ai besoin, c'est que, en fait, ce que cette vue va afficher, c'est la liste des zones qui sont connues avec un lien qui vous permet de voir le graphe. En gros, c'est vraiment pas quelque chose de super poussé. Mais donc, ce que vous avez l'habitude de faire avec Spring MVC, c'est d'avoir un modèle et de mettre des choses dans ce modèle, et puis dans la vue, de vous promener avec les éléments du modèle et finalement rendre la vue. Donc, si on regarde ici ce qu'on a, c'est pas la bonne page. On voit que c'est tout simple, hein, donc on boucle sur un modèle attribut qui s'appelle zone et puis on affiche des choses. Donc ici, zone, il me faut la liste des choses et j'ai un repository ici, ça tombe bien. Et donc je vais dire, je les veux tous. OK. Et voilà, j'ai ma page qui est rendue. OK, donc expérience tout à fait habituelle. Alors, vous avez vu sans doute, sinon je vais clarifier maintenant, lorsque j'ai ajouté la zone dans ce modèle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un flux. Okay, je n'ai pas ajouté une collection de zones, ou de descripteurs de zones, ici en l'occurrence, j'ai ajouté un flux de descripteurs de zones. Et au moment où cette définition a été faite, il n'y a strictement rien qui a demandé à Mongo d'aller récupérer les données ou quoi que ce soit.
Donc les moteurs, les template engines, les moteurs de rendu, sont pas tous encore n'ont pas tous des fonctionnalités réactives, et puis finalement vous voudriez pouvoir utiliser le moteur de rendu de votre choix. Donc ce qui se passe avec Spring Web Flux, c'est qu'on va détecter que vous avez mis des choses dans le modèle et on va simplement souscrire à ces données et appeler le moteur de template lorsque les données sont dispo. Donc on va effectuer cette étape supplémentaire pour vous, pour que vous n'ayez pas à vous en préoccuper. Donc ça veut dire que tout ce qui est gestion de appeler la bonne chose au bon moment quand c'est disponible, ça va être fait automatiquement. Maintenant, à côté de ça, il y a des moteurs de rendu qui ont été plus loin et qui vous offrent des fonctionnalités supplémentaires si vous décidez d'utiliser une application basée sur Spring Web Flux. On va voir ça dans les démos après. Et Timeleaf est vraiment un des moteurs de rendu qui a vraiment beaucoup bossé ce support-là. Et il offre notamment 2 grandes fonctionnalités supplémentaires. La première, c'est de ce qu'on appelle chunker le rendu. Donc imaginez que vous avez un modèle très très important avec une vue qui est quand même relativement grosse. Au lieu d'attendre d'avoir les données, et une fois qu'on a les données, de commencer à rendre l'entièreté de la vue d'un coup, ce qui pourrait être, d'un point de vue CPU, consommer pas mal de CPU, l'idée c'est de le faire par chunk. Et vous pouvez déterminer la taille de ce chunk. Et donc en gros, il va streamer, Timely va streamer votre vue, et lorsqu'il va atteindre une certaine taille, il va s'arrêter, ce qui va permettre potentiellement à d'autres tâches qui doivent s'exécuter de pouvoir s'exécuter sur ce thread. Et puis après, ça va donner la possibilité aussi à l'event loop, donc aux composants qui dispatchent les tâches à faire, d'être plus efficaces. La deuxième chose que Timely fait, c'est que, donc j'ai dit qu'on va s'occuper de gérer les flux que vous ajoutez dans le modèle, on va s'assurer que les données soient là, etc., avant d'appeler le moteur de template. Timely fait aussi un mode où il peut gérer un flux dans le modèle. Il y aura une démo là-dessus. Et l'idée, c'est que Timely va lui-même souscrire à ce flux et va vous permettre de rendre des petits bouts de vue de manière totalement non bloquante et événementielle, et d'envoyer ces petits morceaux de flux au client. Donc l'idée, si vous avez un flux avec des choses qui peuvent se passer et que vous voulez toujours profiter du côté serveur pour la partie représentation, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là pour rentrer sur le serveur et balancer des petits bouts finalement de contenu au client. Donc on va voir ça dans les démos. Enfin, on a parlé de Spring Framework 5 et on a bien insisté sur le fait que voilà, c'est un nouveau paradigme, Spring Web Flux, etc. Mais comme vous devez être réactif de bout en bout, il y a tout le reste du portfolio qui suit également ce paradigme. Et donc, typiquement, Spring Data, vous l'avez déjà vu brièvement, a un support réactif pour CatStor NoSQL. Spring Data, c'est aussi une release majeure depuis que le projet a été créé en 2009. Donc, c'est la première release majeure qu'on fait, avec pas mal de nouveautés qui sont liées à réactive et pas à réactive. Et puis vous avez d'autres composants, comme par exemple Spring Security 5, qui lui aussi a une composante réactive pour vos applications, et que Spring Boot supporte bien sûr. DAC. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, si je retourne par exemple ici, pendant que je parlais, il y a eu des choses qui sont passées ici. On voit que la consommation courante, on a un graphe un peu plus complet. Alors, comment est-ce que ce graphe est dessiné? C'est peut-être intéressant, j'ai oublié de montrer ça. Donc, c'est dessiné par cette query, enfin ce contrôleur, pardon, où en gros, on l'appelle pour une zone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, donne-moi les 40 derniers, ici c'est 40 derrière le truc qui s'appelle History Size, là, la valeur par défaut c'est 40, dans l'application qui tourne ici. Donne-moi les 40 derniers points de la zone donnée. Donc ça va vous donner un flux avec ces 40 derniers points. Et si on n'a pas 40, bah, vous aurez ce qu'il y a dans le store Mongo à ce moment-là. Et donc au démarrage d'application, c'est 0. C'est pour ça qu'il n'y avait rien qui était dessiné. Et puis donne-moi le descripteur de la zone avec l'identifiant que je te donne. Si jamais tu ne trouves pas de zone, donc si vous faites /zone /boulet, et il n'y a pas de zone boulet, parce que vous êtes à boulet, bah, ça va vous donner ça va acheter une erreur. C'est le switch if empty qui fait ça. Et donc ça génère une exception. À cette exception, vous pouvez aussi mapper comment le code HTTP va réagir suite à cette exception, de la même manière que vous le faites avec Spring MVC. Et puis sinon, bah, vous mappez ça,
Et puis vous réutilisez rendering comme je l'ai utilisé au début. C'est-à-dire que vous avez une vue qui s'appelle zone, qui est juste à côté d'index. On tape deux éléments dans mon modèle, et puis on retourne ça. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est que la vue va récupérer les 40 points et les dessiner. Et donc si je rafraîchis, ben, j'en ai un peu plus maintenant. Parce que pendant que je parlais, ben, on est toujours en train de consommer notre service distant et de récupérer les zones. Donc l'idée, évidemment, ce qu'on voudrait, c'est que ce graphe se mette à jour tout seul. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Bien, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez initialisé la page avec le graphe, la vue du graphe telle que vous la connaissez au moment où la page se charge, l'idée, c'est que le navigateur appelle un autre endpoint et demande au serveur, chaque fois qu'il y a un nouveau point, pousse-le chez moi. Et vous pouvez faire ça très facilement avec SSE. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc j'ai besoin d'un flux de Power Grid Sample. Donc il faut toujours que je donne la zone, hein, bien sûr. Alors, je vais prendre ça. Je mets response body, puisque ce n'est pas une vue, c'est vraiment le contenu. Je vais appeler ça update. Et je vais dire que je produis du SSE. OK. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'on me donne une zone et puis que je démarre, en fait, que j'ai un moyen de récupérer un stream qui correspond à les points qui ont été créés depuis quand je vais démarrer. Donc les points, donne-moi les points nouveaux à partir du moment où je t'invoque. Et donc j'ai besoin d'une nouvelle méthode de recherche sur mon repository. D'accord, donc ça va arriver ici. Il me faut donc un autre flux, toujours de Power Grid Sample. Et je vais utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Tellable Cursor. Je vais revenir dans une minute. Et je vais lui dire, ben voilà la zone. Et voilà un instant, donc le startup. Okay. Et je vais flaguer ça comme étant Tellable. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va laisser le curseur dans Mongo ouvert. Et lorsque des données vont être poussées dans Mongo par d'autres composants, ben le flux va être mis à jour automatiquement et vous poussez ces nouvelles valeurs qui correspondent aux critères de recherche ici. Donc, puisque j'ai passé une zone et un timestamp, je l'appelle avec maintenant, en gros, et donc on imagine qu'il n'y a rien. Et puis dans 10 secondes, il va y avoir un nouvel élément qui va être poussé par l'autre méthode que j'ai montrée au tout début. Et comme j'utilise un Tellable Cursor, ben simplement, ce flux va rester ouvert et l'information va être poussée. Alors maintenant, je dois l'exposer dans mon application web. Alors, au début, simplement, ce que je serai amené à faire, c'est de dire, je vais appeler le searcher, et puis voilà, ça marche. Sauf que si vous faites ça, et que vous avez 200 clients qui sont intéressés par la zone Urban One, on va appeler 200 fois ce endpoint SSE, et potentiellement, ça va ouvrir 200 fois ce curseur ouvert. Et ce n'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est que le premier qui est intéressé par Urban One, effectivement, ça va souscrire, donc ça va démarrer ce Tellable Cursor. Imaginons que ce client ferme sa fenêtre, donc n'est plus intéressé. La souscription s'arrête et on arrête de demander à MongoDB des mises à jour. Imaginons qu'on redémarre et puis qu'il y a un deuxième client qui vient se greffer, puis un troisième, puis un centième. L'idée, c'est qu'ils viennent se souscrire à ce même flux et qu'ils ne redémarrent pas un flux juste pour leurs besoins. Alors, ça, c'est un poil un tout petit peu plus compliqué. Laissez-moi expliquer ce que ça va faire effectivement. L'idée de l'opérateur share, c'est que lorsque vous créez une définition, cette définition doit être stockée quelque part. Donc, vous ne pouvez pas créer un flux à chaque fois qu'on vous le demande. En gros, vous devez avoir une définition de flux qui est stockée quelque part, et simplement, le composant va y souscrire. Et donc, ce que je fais ici, c'est exactement le cas que j'ai expliqué. S'il n'y a pas encore de flux pour cette zone, alors tu appelles simplement le repo avec l'instant courant, d'accord ? Et ce flux, je veux qu'il soit partagé. Et donc, vous allez avoir des définitions de flux qui vont s'accumuler dans cette map. Et en fonction du fait que vous avez des clients actifs qui sont en train de demander ces données, ce flux va être souscrit ou non souscrit.
Et c'est Reactor qui va s'occuper de tout ça pour vous. Donc maintenant, c'est bien beau, mais maintenant que j'ai un nouveau flux, il faudrait que je l'appelle dans mon client. Et donc, vous allez pouvoir, une fois de plus, pour ceux qui connaissent, expérimenter mes compétences en JavaScript qui sont absolument impressionnantes. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que je crée un event source sur l'endpoint ici. Hein, c'est celui qui, d'ailleurs, est-ce que je l'ai appelé update ou est-ce que je l'ai appelé autre chose? Je ne sais même plus si je l'ai appelé update finalement. Je peux ne pas l'avoir appelé update. Avec un S ou sans S. Pourquoi est-ce que je... Avec S. Et là, il n'y a pas de S. Il y a un S, donc c'est bon. Et donc, si j'inspecte mon réseau, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Quelqu'un m'a donné une idée? Et pourquoi ça ne marche pas? Je n'ai pas entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il manque le pass variable, bien vu. There you go. Donc là, c'est le moment où il faut attendre 10 secondes pour savoir si ça marche ou non. Et ça marche. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a un stream ici. Et donc vous voyez la chaîne complète, quoi. On récupère du Firehose, on stocke ça dans MongoDB avec une manipulation de données, on expose ça. À côté de ça, on a une autre méthode de recherche qui nous permet d'avoir un curseur ouvert partagé sur la zone qui nous intéresse, et on est capable de streamer ça à autant de clients qu'on veut sans réouvrir un curseur Mongo par client. Bien entendu, toute la gestion du client et de tout ce que vous devriez faire en fait finalement avec des threads avec Spring MVC se fait sur un nombre minimum de threads. Alors, j'avais encore une démo. La démo, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec Timeleaf et le fait que vous puissiez consommer un flux bien particulier et puis demander à Timeleaf de faire le rendu côté serveur et de vous envoyer les infos. Alors, il y a une zone ici, événements, ici en dessous, qui est vide. Et ce que je voudrais bien faire, vous montrer comment est-ce que vous pouvez exploiter un flux de manière différente, de manière transparente. Ce que je voudrais bien faire, c'est me rebrancher sur le Firehose. Et si jamais un compteur reporte une consommation courante de 0, je voudrais bien avoir un petit warning ici dans cette zone. C'est un exemple comme un autre. Alors, pour pouvoir faire ça, j'ai besoin de mon collecteur. Et je vais créer un nouvel endpoint. Que je vais appeler Stream Events. Et ça va être zone Events, par exemple, hein. Donc, toujours avec du SSE. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux faire ici? Je veux reprendre mon flux. Donc, vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure au début, le fait que ce flux est partagé. Ça signifie que maintenant, cette deuxième définition qui va réutiliser un flux existant ne va pas initier une nouvelle connexion au serveur distant. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le flux tel qu'il arrive, et ce que je vais dire, c'est donne-moi toutes celles dont la consommation courante est 0. Et ça, c'est mes événements. Ensuite, je dois dire à Timeleaf, au lieu de mettre, si je mets cet événement-là dans le modèle, comme je vous l'ai expliqué, ben, ce qu'il va faire, c'est que Spring Web Flux va souscrire et attendre que les données arrivent, mais potentiellement, ce stream est infini. Et d'ailleurs, il l'est. Donc, on ne veut pas ça. Donc, dans Timeleaf, il y a un objet que vous pouvez utiliser qui vous permet d'encapsuler le stream et encapsuler le flux, pardon, et d'indiquer à Timeleaf qu'il doit le gérer d'une manière particulière. Alors, vous passez simplement un flux, donc ici mes événements, et vous pouvez lui dire à quelle fréquence il envoie l'info sur le client. Donc, avec quelle fréquence il va rendre un petit bout
Ici, dans l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est rendre un petit bout d'HTML et le pousser. Donc ici, je dis à chaque fois qu'il y a un événement. Donc, vous pourriez, par exemple, bufferiser cette info et puis envoyer par paquet de 10. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc, pour la vue qui s'appelle zone, j'ai un div qui s'appelle events. Et là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer le stream. Et donc, effectivement, ce que ça fait, donc j'appelle ça zone et events, je vérifie, est-ce que je suis encore capable de mettre DS là où il ne faut pas? Donc c'est events, et ça prend un event stream. Et donc, ça, c'est ce petit morceau-là qu'on va rendre au fur et à mesure qu'on a ces événements qui arrivent au fil de l'eau. Et ces zones avec un seul S, sans S, du coup. Donc si je vais sur cet endpoint, voilà, on voit que la connexion n'est pas fermée et donc on est en train de streamer. Donc ici on voit qu'on n'a rien, c'est le premier élément initial qui en fait dit que cet endpoint est maintenant prêt. Et donc ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux simuler le fait qu'on a une zone donnée qui ne rapporte plus d'électricité. Donc je peux appeler mon générateur, donc un générateur d'exemple aléatoire, et je peux lui dire, ben non, finalement, mets tout à 0. Et donc là, on voit les 4 derniers de la zone, du timestamp de 10 secondes, et puis vous voyez, au bout de 10 secondes, ben, ça commence à poler, et donc vous avez ces bouts d'HTML qui sont envoyés. Alors, comment est-ce que vous pouvez les utiliser? Ben, une des manières de les utiliser, simplement ici, de rajouter un autre endpoint SSE. Et ce endpoint SSE donc, se connecte sur Zone Events. Il récupère le div qui s'appelle Events, et puis simplement, il pousse bêtement l'HTML dans le div. Et donc, on voit ici les événements arriver au fil de l'eau, avec un design qui est très beau. Si. Donc, je vais changer ici, je vais mettre, par exemple, 100 et puis 2000 pour dire quelque chose. Et là, on va voir que ça va s'arrêter. Donc, notre streaming va s'arrêter puisque la situation a été rétablie. Et voici notre consommation de 0, puis ça va repartir vers le haut. Alors, j'ai 8 minutes. Donc, c'est un petit tour vraiment très très rapide du genre de choses que vous êtes capable de faire avec Spring Web Flux et Spring Boot 2. Ce que je voulais aussi vous montrer et comment bien vous rassurer concernant les fonctionnalités, c'est que ce que vous avez l'habitude d'utiliser avec Spring Boot 1 va continuer à fonctionner. Donc, par exemple, la petite commande HTTP là, que j'ai utilisée pour mettre le générateur à 0, c'est un endpoint de l'actuator qu'on a implémenté nous-mêmes, pour un exemple. Et donc, l'actuator tourne nativement sur Spring Web Flux. Et encore mieux, dans Spring Boot 2, on a défini un modèle de programmation unifié qui ne dépend plus du tout de Spring MVC, donc un modèle de plus haut niveau. Ce qui fait que maintenant, Spring Boot Actuator tourne aussi nativement sur Jersey. Donc, si vous avez une web app JAX-RS, ça vous a peut-être frustré. Et en France, on pose souvent la question que vous devez ajouter Spring MVC pour avoir l'actuator. À partir de Spring Boot 2, c'est nativement supporté par Jersey. Alors, dans Spring Boot Actuator, il y a toute une série d'autres choses qu'on a améliorées. Donc, par exemple, on a amélioré le format de sortie. Alors, on ne l'a pas fait pour s'amuser et casser les clients existants. On l'a fait parce que on s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur en 1.0, enfin dans la première génération plutôt, et qu'on ne pouvait bien sûr pas casser ce format dans une feature release. Donc on a attendu d'avoir la release majeure pour faire ces améliorations. Donc vous allez voir que l'actuator a été revu de fond en comble avec une harmonisation des clés de config par exemple, un meilleur format de sortie. On a un support d'un truc qui s'appelle l'origine maintenant dans Spring Boot 2. Ça vous permet de savoir exactement où une clé de config a été définie. Alors, c'est une démo que je n'avais pas prévue, mais on va voir ce que ça dit. Donc, actuator env serveur.port. Donc voilà. Donc ici, ce que je viens de demander à mon backend, donc le truc qui génère les données, c'est dis-moi un petit peu la propriété serveur.port, quel est son statut. Et donc, vous avez un nouveau format qui vous dit
quelle property source a contribué à la valeur, donc quelle est la property source qui a gagné, si vous avez spécifié cette valeur-là à plusieurs endroits. Et pour la valeur qui a gagné, il vous dit où et exactement à quel endroit du fichier cette valeur a été placée. Et donc ça, c'est le genre de choses que des outils peuvent réutiliser pour vous fournir une valeur ajoutée. Donc par exemple, dans votre éditeur, si vous avez une stack trace, vous pourriez dans le futur vous attendre à ce que ce lien soit cliquable et que ça vous amène directement là où ça a été défini. Spring Boot Actuator aussi amène un modèle de sécurité qui était largement simplifié. Si vous avez l'habitude d'utiliser Spring Boot 1, la sécurité et Actuator, vous savez qu'il y a potentiellement différents endroits où vous êtes amené à pouvoir configurer la sécurité. Donc bien sûr, vous pouvez définir la sécurité dans votre propre extension de configuration, mais si par exemple vous voulez juste changer le rôle auquel un utilisateur doit avoir pour pouvoir accéder à ces endpoints, vous pouvez le faire via une simple propriété. Et vous savez aussi qu'il y a cette notion de sensibilité de chaque endpoint qui détermine plus ou moins si vous êtes logué ou pas logué pour que vous puissiez y accéder. Et on trouvait que quand on a retravaillé sur l'actuator et qu'on l'a remanié, on a trouvé que c'était assez confus et que on avait beau écrire la documentation et la réécrire 25 fois, ça posait toujours un problème parce qu'il y a un concept qui ne passait pas et qu'on n'arrivait pas à expliquer correctement. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de simplifier ça radicalement et d'avoir un modèle de sécurité unifié, donc pas quelque chose qui est spécifique à l'actuator, ce qui signifie que toutes les propriétés de sécurité liées à l'actuator n'existent plus. Et dès que vous définissez votre propre config de sécurité, on back-off et on vous laisse configurer tout. Alors ça a un avantage, ça veut dire que maintenant, si vous voulez regarder votre config de sécurité avec Spring Boot, elle est à un seul endroit. Enfin, pour peu que vous l'ayez mis à un seul endroit vous-même, elle sera à un seul endroit et de manière unifiée. L'énorme désavantage de cette approche, c'est que si dès que vous avez une opinion, on back-off et on vous laisse tout faire, ça veut dire que vous devez tout faire. Ce qui n'est pas très sympa. Et donc, on ne voulait pas faire ça. Et à côté de ça, on a implémenté toute une série d'utilitaires qui représentent de manière programmatique ce que l'autoconfiguration peut faire. Et donc, vous voyez ici dans cet exemple, j'ai un matcher d'abord qui liste des endpoints par ID et qui détermine ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Alors le permit all, donc ce qui est après la dernière parenthèse, c'est l'API de Spring Security. Donc on n'a pas écrit une API au-dessus de Spring Security, c'est simplement du sucre syntaxique pour vous permettre de définir ça correctement. Bien entendu, si vous configurez l'actuator pour se retrouver à un autre endroit, donc si vous changez le context path par exemple, ou si vous changez le path du endpoint, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit ici, ça va être automatiquement pris en compte. La deuxième ligne, elle dit, pour tous les autres endpoints que tu n'as pas déjà configurés, voilà ce que tu dois faire. Donc ici, en l'occurrence, management.security.roles, pour ceux qui utilisent Spring Boot 1, c'est typiquement le remplacement. Et puis, si vous voulez ouvrir, comme Spring Boot 1 le fait, les endroits bien communs pour servir du JS, des images, ce genre de choses, il n'y a qu'une seule ligne à ajouter et ça le fait. Et puis, vous pouvez commencer à définir la sécurité qui correspond finalement à vos endpoints à vous, à votre application. Et donc, en un seul endroit, vous avez toute l'info. L'actuator aussi est passé à un autre système de métriques. Donc, si vous utilisez vous connaissez le gauge service et le counter service, donc deux interfaces que vous pouvez injecter dans vos composants pour agrémenter des compteurs ou enregistrer des valeurs. Et puis à côté de ça, donc il y a le fameux le endpoint metrics. Et puis à côté de ça, vous avez toute une série de fonctionnalités qui vous permettent d'exporter ces metrics dans d'autres systèmes. Alors, parallèlement à ça, on a démarré un nouveau projet qui s'appelle Micrometer. Qu'est-ce qui connaît Micrometer, qui a entendu parler? 10%. Okay. Donc Micrometer, c'est un peu comme SLF4j, mais pour les metrics. C'est-à-dire que ça vous offre une interface, une API, pardon, qui est indépendante du système de monitoring que vous serez amené à utiliser. Qui va vous offrir une API consistante, quel que soit le système de monitoring. Et puis en fonction du système de monitoring que vous allez choisir au runtime, donc c'est une décision que vous pouvez prendre, vous pouvez basculer de l'un à l'autre sans changer votre code, il va adapter les informations
en fonction des limitations ou des conventions de nommage du système de monitoring. Donc, par exemple, vous avez un système de monitoring qui demande que la clé de métrique se soit séparée par des underscores. Il y en a un autre qui dit que ça doit être camel case. Mais non, vous allez définir les métriques dans un format, et puis c'est le système derrière qui va les adapter pour vous. Donc ça, c'est chouette. Mais non seulement Micrometer, qui a sa version 1.0 et qui est ce qu'on utilise dans Spring Boot 2, a déjà un support pour une flopée de systèmes de monitoring. En gros, tous les systèmes de monitoring évidents auxquels vous pourriez penser sont supportés. Et on est en train de travailler sur les quelque peu qu'on n'a pas eu le temps de faire pour 1.0. Donc, par exemple, Elasticsearch est manquant en 1.0 et c'est une fonctionnalité qui va être ajoutée en 1.1. L'autre élément de Micrometer, c'est qu'on arrête d'avoir une utilisation de métriques qui sont hiérarchiques. Donc, par exemple, http.server.200.lepass. Donc, ça vous donne le nombre de requêtes sur ce pass-là qui ont été en HTTP 200. Et on va plutôt travailler avec un système de tags. Vous avez http.request, ça c'est le nom de la métrique. Et puis, vous avez des tags qui disent le statut c'est 200, le pass c'est machin. Donc, ça vous permet de combiner les recherches et d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans la manière dont vous cherchez ou vous voulez monitorer finalement votre application. Donc Spring Boot 2 et GA, on est à 2.0.1, on travaille sur 2.0.2 pour la fin du mois ou le début du mois prochain, si je me souviens bien. On a un guide de migration qui est relativement fourni. S'il manque des choses, il faut venir se plaindre chez nous et on les ajoutera. Vous pouvez démarrer bien entendu sur start.spring.io. Et j'entends déjà Josh qui est en train de parler dans mon oreille et qui me dit que je dois le pousser au maximum. Mais je pense qu'il fait ce job-là très bien tout seul. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir après la session. On va peut se bouger. Et n'oubliez pas le BOF ce soir, qui est une opportunité pour venir parler avec nous. On n'a pas d'agenda, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous pousser du contenu. On est là pour que vous veniez nous poser des questions. Et c'est à 19h45, je pense. Si je me trompe, c'est dans l'agenda. Merci.